Salut tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui est un peu particulière. En effet, j'ai décidé, comme je l'avais déjà fait plusieurs mois auparavant, de vous présenter des conteurs de creepypasta, qui selon moi, méritent beaucoup plus de visibilité. J'aurais donc demandé d'écrire chacun une histoire de quelques minutes, afin qu'ils puissent vous faire frissonner grâce à leur propre narration. En même temps, vous allez aussi pouvoir profiter des musiques d'Osseus Novice, qui est un compositeur de musique d'horreur sans copyright que j'adore. D'ailleurs, c'est lui qui a composé la musique d'outro de la chaîne. Alors sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout ce petit monde, en espérant que ça permettra de rendre vos nuits sans sommeil encore plus cauchemardesques. Courir, juste courir, et rien d'autre. J'en courais à perdre haleine. Ça faisait un peu plus de 2 heures que j'étais enfermée dans ce placard. Quelle idée d'imbécile quand même. Viens Bella, on va visiter la vieille maison de Abel le Fou. Et moi, stupide que je suis, je les ai écoutés. Tout le monde sait qu'on ne doit jamais, au grand jamais, se rendre là-bas. Il est surnommé Abel le Fou, pour une raison bien précise. La nuit, on l'entend hurler. On voit des gens entrer dans cette maison. Je ne sais pas si on peut appeler cet endroit une maison, mais on ne voit jamais personne en ressortir. Je continue à courir comme une dératée. Ce cri n'avait rien d'humain. Ce Abel était un monstre. Je le sais, je le sens. Quand je suis entrée dans la maison, j'ai vu dans quel état elle se trouvait. C'était un taudis délabré, mais au-delà de cela, il y avait des collections d'objets aussi étranges les unes que les autres. À l'intérieur de cette maison, je me suis baladée. J'ai marché longtemps. C'était immense et poussiéreux. Ils me font mal au crâne à chaque fois. Tandis que je courais, je voyais encore sa collection de poupées. Je ne sais pas trop si on pouvait appeler ça une collection. Il leur manquait des yeux, leurs bras étaient arrachés, leurs cheveux coupés. Mais ce n'était pas ça le pire. C'est lorsque derrière sa salle à manger, j'ai trouvé une sorte de pièce secrète. C'était une petite porte en bois, mais très solide. J'ai réussi à la pousser, et ce que j'y ai vu m'a donné une envie folle de m'arracher les yeux. C'était une immense pièce, pleine d'étagères, et sur ces étagères étaient disposés des bocaux. Et dans ces bocaux, on y trouvait des restes d'humains. C'était limite classé par ordre alphabétique. Il y avait des yeux, des langues, des nez, des oreilles. Plus loin, on y retrouvait des intestins, des foies, des cœurs, des estomacs. Mais là où j'ai failli vomir mon dîner, c'est quand j'ai vu l'étagère réservée aux fœtus. Il y en avait plein qui baignaient dans du formol. J'ai reculé et je me suis cogné la tête. Ça m'a fait tellement mal que je me suis retournée pour voir ce qui avait bien pu me causer une douleur aussi forte. Et juste derrière moi, sur le mur étaient accrochés plusieurs instruments de torture. Je voyais des instruments de torture médiévaux comme une poire d'étouffement, une sorte de petite boule qui, par des ressorts ou une vis située à l'intérieur, venait à s'ouvrir et à s'élargir, de sorte qu'il n'y avait aucun moyen de la refermer. À l'époque, on la plaçait dans la bouche des victimes. J'ai vu aussi des cisailles de crocodile. Cet instrument qui datait de la même époque servait en général aux auteurs des régicides. Chauffé au rouge, il servait entre autres à déchirer, voire à découper, l'organe génitaux des prisonniers. Ah! Je commençais à avoir mal au crâne. J'aurais pas dû autant suivre le cours d'histoire. J'aurais pas eu en tête les noms de ces abominables objets. J'entends du bruit. J'ai couru me cacher dans le placard. Il y avait une micro-ouverture par laquelle je pouvais voir tout ce qui s'y passait. J'ai vu un homme entrer. Ou plutôt un homme y être poussé. Je n'arrivais pas à percevoir qui était la seconde personne. On aurait dit une ombre. Ma migraine s'intensifiait de plus en plus. Ma vue se troublait. J'entendais ces mots. Plus jamais. Persécutés. Je vous aurai tous. C'était Abel. Il était totalement schizophrène, mais pourquoi? Ah, satané mot de tête! Je voyais de plus en plus trouble. J'essayais de me rappeler l'histoire de Abel. Dans le village, tout le monde le prenait pour un fou. On racontait qu'à l'école, les enfants le persécutaient et qu'il avait perdu la tête le jour où ils l'ont enfermé pendant un week-end entier dans les caves de l'école. On racontait qu'il s'était exilé dans sa petite ferme loin de tout. Mais la légende d'Abel perdurait. On nous répétait sans cesse de ne jamais nous approcher de sa maison, de ne jamais y entrer, qu'il avait perdu la tête. Pauvre Abel. Son histoire était triste, mais... Avec ce dernier flash, j'ai ouvert les yeux. Je me suis vue avec un scalpel à la main. Un homme était allongé sur ma table élimée.
Je l'avais attachée avec des sangles. Qu'étais-je en train de faire? Je ne suis pas Abel. Je m'appelle Bella. Bella, qui n'est autre que l'anagramme de Abel? Un grand sourire apparut sur mon visage, tandis que j'enfonçais le scalpel dans l'œil de cet homme. Dès le jour où la famille Silva a emménagé dans mon quartier, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas avec eux, et je ne savais pas à quel point je pouvais avoir raison. Je m'appelle Molly. Je vivais dans un quartier qui était une zone résidentielle assez calme. Tout le monde se connaissait, mais très peu s'aimait, car la majorité des personnes qui y vivaient étaient des vieux avec une mentalité très arrêtée. Étant l'un des rares jeunes vivant ici, je devais jour après jour supporter les regards froids et méprisants des octogénaires lorsque je marchais jusqu'à mon arrêt de bus. J'avais fini par m'y habituer, et je disais toujours bonjour, même si je ne recevais jamais de réponse. Mais tout a changé le jour où la famille Silva a emménagé dans le quartier. Ils étaient 4. Il y avait Carlos le père, Lydia la mère et les 2 jumelles Alma et Alba. Dès le premier jour où ils ont mis le pied dans le quartier, j'ai su que quelque chose clochait avec eux. Ils n'avaient pourtant rien d'anormal au premier abord. Ils semblaient être une famille normale et apportaient même une bouffée d'air frais dans le quartier. Ils étaient toujours souriants et gentils avec tout le monde et organisaient toujours des soirées barbecue dans lesquelles ils invitaient des voisins. J'y suis même allée une fois avec ma mère et j'avais catégoriquement refusé de toucher à la nourriture en prétextant avoir la nausée. La viande était bizarre, les légumes avaient l'air pourris. Je m'étais contentée de prendre un soda que j'avais apporté moi-même. Et j'avais passé tout le reste de la soirée à observer chacun de leurs mouvements. Comme je l'ai dit tantôt, ils avaient toute une famille lambda. Carlos et Lydia avaient l'air de s'aimer, tandis qu'Alma et Alba se disputaient comme 2 sœurs normales le feraient. Néanmoins, cette famille avait quelque chose qui ne me plaisait pas, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. J'ai alors décidé de faire des recherches, mais je n'avais rien trouvé qui pouvait suggérer qu'ils étaient anormaux ou dangereux. Alors, j'avais fini par rejeter tout ça sur le compte de la paranoïa, et j'avais même invité Alma et Alba à sortir, afin que je puisse les connaître un peu mieux. Et cela avait fonctionné, puisqu'on était devenus de très bonnes amies. Depuis, on sortait de plus en plus souvent. Alma avait pour habitude de me renifler et de me lécher, mais j'ai toujours vu cela comme un tic un peu particulier, ou une forme d'affection, et pas nécessairement comme un avertissement. Je n'y avais jamais prêté attention, et je continuais de traîner avec elle. Cependant, un soir, alors que je m'apprêtais à aller me coucher un peu plus tard que d'habitude, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre qui donnait sur le jardin des Silva, et j'ai aperçu une silhouette. Elle était grande, et sa structure corporelle était anormalement courbée. Vu que les lumières de toutes les maisons étaient éteintes, j'avais du mal à voir ce que c'était, mais je m'inquiétais, alors j'ai continué à regarder, tout en prenant soin de baisser les rideaux pour ne pas me faire remarquer. Plus je bridais mes yeux pour mieux voir, plus je me rendais compte que cette chose n'était pas humaine, et j'étais même prête à bondir à l'extérieur pour protéger mes amis, quand soudain, j'ai vu Lydia ouvrir la porte, et je l'ai vu faire rentrer la créature à l'intérieur de leur maison. À ce moment, je ne savais plus trop quoi faire, ni quoi penser, mais j'ai fait tout ce que toute amie digne de ce nom aurait fait, à savoir, sortir de la maison et aller protéger mes amis, qui étaient potentiellement en danger. Je suis sortie en douce et j'ai discrètement traversé la rue. Une fois devant la maison, je me suis cachée derrière un buisson pour voir ce qu'il se passait. Vu que chez eux les lumières étaient faiblement allumées, j'ai pu entrevoir la créature. Et autant vous dire, c'était la chose la plus horrible que je n'avais jamais vue de toute ma vie. Elle était grande et difforme. Elle avait une peau recouverte de pustules verdâtres et d'espèces de touffes de poils dispersées un peu partout au niveau du torse. Elle n'avait pas d'yeux et avait une lignée de dents acérées, rougies par ce qui semblait être du sang. La créature était debout devant toute la famille et semblait leur parler, mais je n'entendais rien de là où j'étais. Alors je m'étais rapprochée de la fenêtre, et c'est là que j'ai entendu une phrase prononcée par Alma et qui m'a glacé le sang. « Je t'ai trouvé une nouvelle victime. Elle s'appelle Molly. Je l'ai reniflée. Son sang a l'air très bon. Je vais t'amener jusqu'à elle, mais avant, j'exige une récompense. » Suite à cette phrase, la créature a jeté une espèce de viande immonde devant Alma, qui s'est empressée de la dévorer. Après avoir vu et entendu cela, tout s'était soudain éclairci dans ma tête.
Sa manie de me renifler et de me lécher, ce n'était pas une forme d'affection. Elle était en train de m'examiner en tant que proie. Abasourdi, j'ai tenté de reculer doucement afin de retourner chez moi, mais le choc et le déséquilibre m'a fait heurter une pierre qui m'a fait produire un petit cri de douleur. Ils ont tous regardé par la fenêtre et j'ai foncé jusqu'à chez moi. Mais à ma grande surprise, la porte de la maison était verrouillée et je ne pouvais pas entrer. Lorsque j'ai regardé derrière moi, j'ai vu la créature sortir de la maison et traverser la rue jusqu'à arriver dans mon jardin. Au moment où je parle, elle se rapproche de moi de plus en plus. Bien qu'ayant ses orbites vides, je peux sentir qu'elle me fixe avec un large sourire, comme si elle voyait un festin devant elle. Je savais que les Sylva étaient dangereux. J'ai tout récemment eu le courage de rejoindre votre communauté. Et je dois bien l'avouer, je suis ravi d'avoir trouvé une seconde maison. Oui, je sais, ça fait cliché, mais disons juste que les personnes partageant mes centres d'intérêt ne courent pas les rues. Si j'écris cela aujourd'hui, c'est pour un peu briser la glace avec vous tous, et indirectement partager ce que j'ai si longtemps caché. Je me nomme Joseph. Pour des raisons évidentes, je ne divulguerai pas mon nom complet ici. J'ai commencé à m'intéresser aux poupées grandeur nature assez jeune. Je n'étais pas quelqu'un de reclus socialement, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Au début, je dois l'avouer, c'était plus une sorte de curiosité d'adolescent. Même moi, à l'époque, j'étais un peu confus par mon propre intérêt. Alors, j'ai tenté de le refouler. Durant ma jeunesse, j'ai eu quelques petites amies, et j'ai même essayé ma chance avec quelques mecs. Mais quelque chose me manquait, quelque chose de primal. C'est après une énième relation sans saveur que j'ai décidé de faire le grand saut. Elle s'appelait Crystal. Et je devais bien l'avouer, ce fut le coup de foudre. Bon, j'ai eu de la difficulté à expliquer à mon voisin pourquoi on me livrait une boîte de cette taille, mais outre cela, je n'ai eu aucun accroc. C'est avec des mains tremblantes que j'ai ouvert ce colis. Mon corps tout entier reçut une vague de frissons en apposant mon regard sur son corps svelte et fin. Je ne pouvais voir aucune imperfection sur son visage. Son teint crème était à couper le souffle. Ses yeux bleus saphir étaient hypnotisants. Et je ne parlerai même pas du reste de son corps qui était, je dois bien l'avouer, juste divin à regarder. Une larme monta sur ma joue, et je me promis de la chérir comme jamais je n'avais chéri quoi que ce soit durant toute ma vie. Mon inexpérience était quelque peu palpable au début, mais Crystal était compréhensive, douce et patiente avec moi. J'ai chéri chaque petit moment avec elle. Le premier réveil à ses côtés, notre première nuit ensemble, notre premier baiser, les séries que l'on regardait. Ce fut une période tellement magique de ma vie. Les jours se succédaient sans que je puisse m'en rendre compte. Comme vous l'aurez compris, j'étais en amour par-dessus la tête avec elle. Cela faisait maintenant 2 ans que je partageais ma vie et mon être avec Crystal, quand c'est arrivé. Ma mère, sans me prévenir au préalable, était venue me visiter à mon appartement. Mais malheureusement, cette journée-là, j'étais au travail. J'ai reçu un message de ma mère. Dans ce dernier, elle mentionnait comment elle était déçue de moi, mais qu'elle avait finalement réglé le problème qui la tracassait depuis si longtemps. Ce n'est qu'en arrivant chez moi que j'ai compris la teneur de son message. Crystal, ma Crystal n'était nulle part. J'ai tout fait pour la retrouver, mais ma mère avait réussi à la faire disparaître complètement. Je ne pouvais me résoudre à commander un autre modèle pour la remplacer. Je l'aimais tellement. Je suis rapidement tombé en dépression. Ma performance au travail était affectée, je ne dormais plus, et j'ai coupé tous les ponts avec les amis qu'il me restait. La saveur de ce monde était partie. Toute la joie que je pouvais ressentir ne valait rien si elle n'était pas avec moi. Cela a perduré des mois, et j'étais prêt à mettre fin à mes jours. Mais un soir, mes prières, mon unique prière s'est réalisée. J'ai retrouvé Crystal. Elle ne m'a pas reconnu au début, et j'ai dû être quelque peu insistant pour la ramener chez moi. J'ai aussi remarqué un problème avec sa bouche. Elle qui était si silencieuse au début n'arrêtait pas de parler et de murmurer. Bon, j'ai réussi à régler ce petit problème. Je lui ai juste cousu les lèvres. Mais je suis confus. Ma Crystal agit bizarrement, et ne semble plus me reconnaître. C'est pourquoi j'écris ici. Est-ce que quelqu'un a déjà eu des problèmes similaires? Si oui, aidez-moi s'il vous plaît. Ma Crystal a besoin d'aide.
Avez-vous déjà eu la sensation d'être observé? Cette désagréable impression que quelque chose ou quelqu'un vous fixe, vous suit des yeux, scrutant vos moindres faits et gestes. Cette sensation, mon grand-père s'en rappelle parfaitement. Elle l'a suivi presque toute sa vie. Rien de surprenant quand on a connaissance de l'incident qui y est lié. Quand j'étais petite, il me racontait toujours cette même histoire, celle de Mokumo-Kuren. Tout a commencé à cause d'un pari stupide. Près du village de mon grand-père se trouvait une maison abandonnée qui pourrissait petit à petit. C'était une maison d'architecture traditionnelle, en bois avec un plancher partiellement recouvert de tatami. Les chambres étaient séparées par des shoji, ces cloisons coulissantes constituées d'une trame en bois couvert de washi, le papier japonais. Les maisons délabrées ont la réputation d'être des nids à yokai, qui viennent en habiter chaque recoin. Les shoji ne font pas exception. Lorsque le papier commence à se déchirer et que les nombreux trous qui s'y forment ne sont pas rebouchés, il devient l'abri de Mokumo-Kuren, un yokai constitué de nombreux yeux qui fixe quiconque s'aventure dans l'endroit délaissé. D'après les dires de certains habitants du village, les cloisons de cette maison abandonnée en étaient infestées. Pour mon grand-père et ses amis, c'était une superstition de plus. Ces histoires leur avaient bien fait peur lorsqu'ils étaient petits. Elles avaient même réussi à les tenir éloignés, mais ils étaient à cet âge où le goût de l'aventure et du risque étouffe tout doute, et le besoin de montrer son courage se fait sentir. À 15 ans, après des semaines à s'encourager mutuellement, ils avaient convenu d'y aller tous les 4 et d'y passer la nuit. Mokumo-Kuren pouvait bien se montrer s'il existait, il ne leur faisait pas peur. Qu'est-ce qu'une multitude d'yeux pouvait bien faire à part regarder? Ils avaient tout préparé des jours à l'avance, chacun mentant à ses parents, leur disant qu'ils allaient dormir chez l'un des 3 autres. Ils se retrouvèrent la nuit tombée devant la maison qui, à la lumière de la lune, semblait particulièrement hostile. Mon grand-père était le plus déterminé, mais l'un de ses amis tremblait déjà, balbutiant diverses excuses pour rentrer chez lui. Après s'être moqué de sa couardise et l'avoir copieusement traité de lâche, ils se décidèrent à entrer, et il les suivit, ayant bien trop peur de se retrouver seuls. Après une rapide inspection des lieux à la lumière de leurs lampes torches, ils s'installèrent dans la pièce centrale, n'ayant rien remarqué d'anormal. Pour se mettre dans l'ambiance, ils commencèrent à se raconter des histoires d'épouvante, prenant un malin plaisir à faire peur aux moins enthousiastes. Puis ils les sentirent tous à peu près au même moment. Ces regards insistants, cette impression de ne plus être seuls. Quelque chose les observait, et ce regard se faisait pesant, sans qu'ils puissent en déterminer la source. Les minutes passèrent, interminables. Le silence s'installa, écrasant petit à petit le courage des jeunes garçons. Un à un, les amis de mon grand-père se dégonflèrent tous. Ils s'empressèrent de traîner leur sac de couchage dehors, préférant dormir à la belle étoile plutôt que de rester une seconde de plus dans cet endroit lugubre. En moins d'1 heure, il se retrouva totalement seul. Sans les autres pour lui tenir compagnie, il sentit ses paupières s'alourdir et ne tarda pas à aller se coucher. Le lendemain, quand il se réveillerait, il serait considéré comme le jeune le plus courageux de son école, pensa-t-il avec fierté. Le réveil fut brusque. C'était toujours cette même sensation, qui était devenue insupportable au point de le tirer de son sommeil. Décidé à en trouver la source, il sortit sa lampe torche et se dirigea vers l'une des chambres, faisant coulisser la paroi pour y entrer. Le côté qui l'éclaira en premier n'avait rien d'anormal, mais la sensation s'était intensifiée, et il sentit une sueur froide couler le long de son échine. Les regards qu'il sentait sur lui étaient comme autant de couteaux plantés dans son dos. Lorsqu'il trouva le courage de se retourner, des dizaines d'yeux le fixaient. Alerté par ses amis qui s'inquiétaient de ne pas le voir revenir, ses parents vinrent le chercher quelques heures plus tard. Ils le trouvèrent recroquevillé dans un coin d'une des chambres, non loin d'un shoji criblé de trous. Lorsqu'il releva son visage, ses parents poussèrent un cri d'horreur. Ses orbites étaient vides. Ses globes oculaires lui avaient été retirés. Il avait payé de sa vue sa rencontre avec le yokai, rencontre qu'il ne pourrait jamais oublier. Si vous décidez un jour de vous attarder après la tombée de la nuit dans cette maison abandonnée, vous y trouverez peut-être Mokumo-Kuren, qui vous fixera avec les yeux de mon grand-père.
Et tu savais depuis le début, mais tu n'as rien dit. Je ne pensais pas un jour en venir là, être exposé à de tels faits. Je ne peux vraiment plus le supporter. Alors je t'en supplie, quitte-moi. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Tu le vois bien, on se détruit. Nous deux ensemble. Ce n'est rien d'autre qu'une bombe à retardement. On s'aime, et pourtant on arrive à se haïr. Je chuchote pour pas que les autres m'entendent. Nous entendent. Alors pars. Tu m'as causé trop de tort. Je ne dirai rien sur toi. Pars loin, s'il te plaît. Je ne veux plus te voir, plus chez moi. Je ne veux plus être dans tes bras. Ça fait des mois maintenant que je subis cette horreur. Que je subis son trop plein d'amour, comme il aime dire. Dès qu'il rentre du travail, je sais ce qu'il va se passer. On va discuter de sa journée, il va s'énerver et me frapper encore et encore. Quand on s'est rencontrés, il n'était pas comme ça. Ou du moins, il ne le montrait pas. Je pensais que c'était un homme bien, j'étais même sûre de moi. C'est fou, ce proverbe était donc vrai. L'amour rend aveugle. Je lui pardonne à chaque fois. Même quand il me frappe, me bouscule, m'envoie avec force contre le mur. Je ressens de l'amour dans ses coups. Même quand il me hurle dessus, je sais qu'au fond c'est pour me dire je t'aime. Je sais ce que vous allez dire, pourquoi tu ne fuis pas? Mais c'est pas aussi simple, vous savez. À côté de ça, il est tellement intelligent et beau. Alors je devrais perdre tout ça pour quelques bleus? Et puis je l'ai déjà menacé de le balancer aux flics, mais il s'est mis à pleurer en me suppliant d'arrêter. Arrêter quoi d'abord? Je lui ai dit d'arrêter de chialer comme un morveux. Il est vraiment pas beau quand il pleure. Puis c'est facile de juger. Oui, j'ai voulu m'enfuir. Mais s'il me retrouvait? Et si ça devenait pire après? On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Je préfère rester dans un futur que je connais. Oui, vous allez dire qu'un jour il ira plus loin, mais ça, ni vous ni moi, nous ne pouvons l'affirmer. Et je sais qu'il existe des foyers pour les femmes dans ma situation. Mais saviez-vous que les places étaient compliquées à avoir? Puis il serait totalement perdu sans moi. Une fois, il était tellement ivre qu'il a commencé à crier à l'aide. Il a rameuté tout le voisinage. Et cela, il l'a fait quelques minutes à peine après m'avoir déboîté l'épaule gauche. Figurez-vous qu'un de mes proches voisins, en se rendant compte de la situation, lui a décroché un coup de poing qui a mis KO mon pauvre mari pendant plusieurs heures. Vous voyez, il est ce qu'il est, mais je l'aime. Et je ne compte pas le quitter. Je sais que je peux le changer. Attendez, quoi? Vous trouvez peut-être que je l'ai bien mérité? Mais vous êtes des monstres! Pourquoi vous me jugez? De quel droit osez-vous? Je vous l'ai dit, il n'est pas fondamentalement mauvais, il est juste perdu. C'est comme un enfant mal élevé, il a peut-être juste besoin de redressement, c'est tout. Et puis moi, est-ce que je vous ai jugé? Non. Jamais je me serais permise. Puis pourquoi vous me regardez comme ça? Si vous continuez, je vais appeler du secours. Ne m'approchez pas. En plus, vous ne savez rien de lui. Rien. Vous ne savez pas ce que ça fait que d'être sous son emprise. Non. Rien. Vous ne savez rien. Rien. Ils ne savent rien. Non. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. On te dit qu'on t'écoute, mais c'est pas vrai. On te dit qu'on va comprendre ce que tu dis, mais c'est pas vrai non plus. Et après, tu vas raconter ta vie, et tu vas dire ce que tu penses, et ce que tu ressens, et tu vas t'ouvrir. Mais ça sert à rien, parce que les gens te veulent du mal. 26 novembre 2019. C'est notre 5e séance avec Jeanne Elioff. Toujours pas d'aveu, et aucun changement. Toujours le même discours. Elle répète encore la même chose dans les moindres détails. C'est presque du mot à mot. Elle ne veut pas entendre parler de ses crises d'hystérie. Elle ne veut pas croire que les bleus sur ses bras viennent d'elle-même. Et impossible d'aborder le sujet de son mari décédé, bien que le meurtre qu'elle ait commis soit abominable. En effet, je rappelle qu'après avoir tué son propre mari, elle l'a habillé dans son costume de mariage et l'a mis à table jusqu'à ce que la voisine découvre tout ceci et appelle la police. Vu qu'il n'y a pas de changement et que Madame Elioff continue de parler à son mari décédé, nous allons passer à un autre type de traitement. Je ne pensais pas un jour en venir là, être exposé à de tels faits. Je ne peux vraiment plus le supporter. Alors je t'en supplie, quitte-moi. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Tu le vois bien, on se détruit. Nous deux ensemble. Ce n'est rien d'autre qu'une bombe à retardement. On s'aime, et pourtant on arrive à se haïr. Je chuchote pour pas que les autres m'entendent. Nous entendent. Alors pars. Tu
Bienvenue. Prenez donc part à cette histoire avec le raconteur. Je devais avoir 15 ans quand ça a commencé. Ces cauchemars qui me hantaient chaque nuit. J'ai encore ces fichues images en tête. Et rien que d'y repenser, j'en ai la chair de poule. Ça a commencé avec un simple cauchemar, comme peuvent en faire tous les ados, nourris aux films d'horreur, où je voyais cette fichue poupée, allongée, dans un lit glauque, me fixant avec insistance et noirceur, et qui d'un coup se mettait à bouger la tête et les yeux, avec un rire à vous glacer le sang. Chaque nuit ça recommençait. Je n'osais plus aller me coucher, par peur de replonger dans ce tourment. Mais pourquoi toujours le même cauchemar? Ça paraissait tellement réel. J'en ai quelquefois parlé à mes parents, mais ils me disaient que ça allait passer, que ce n'était que des cauchemars, et stopper la conversation. J'ai toujours trouvé cela étrange. Jusqu'à cette fameuse nuit, cette nuit-là, où j'ai refait ce cauchemar, mais cette fois c'était différent. Je me trouvais dans ce fameux lit glauque, et la poupée se trouvait debout, en face de moi. Elle me regardait sans un bruit, juste en esquissant un sourire perturbant. J'étais pétrifié de peur, et incapable de bouger. Ça a duré de longues minutes, les pires de mon existence, car je savais que je dormais. Pourtant il m'était impossible de me réveiller. Je repris mon calme. J'ai alors réussi à bouger les jambes, pour fuir cette pièce terrifiante, sous le regard horrifique de cette poupée. À peine sorti de cette pièce, je me retrouva dans un long couloir, avec des photos étranges sur les murs, où il y avait mes parents et la silhouette d'un enfant. J'ai essayé de crier de toutes mes forces, dans l'espoir que quelqu'un m'entende, mais aucun son ne sortit de ma bouche. J'ai voulu courir, mais j'ai avancé au ralenti. Je me suis dit que jamais je ne sortirais de cet endroit. C'est alors que je me suis retrouvé dans le noir le plus total, moi qui avais toujours eu cette peur de l'obscurité depuis tout petit. Tout à coup, j'entendis le grincement d'une porte et le bruit de pas se rapprochant de moi. Soudainement, j'ai senti une vive douleur dans le bas du dos qui me fit tomber. Je me releva et m'échappa, entrant dans une pièce où je pouvais apercevoir d'étranges silhouettes immobiles, arborant un sourire angoissant, le même qu'avait cette horrible poupée. Juste à côté d'eux se trouvait un être effroyable. Il devait faire 2 ou 3 fois la taille d'un être humain. J'étais paralysé. Je ne pouvais pas voir son visage. Et je ne sais même pas s'il en avait un. Mais pourtant, je savais qu'il me regardait. Ses doigts étaient reliés au dos des silhouettes, comme s'il s'en servait comme marionnette. Je me suis alors dit à ce moment que ce serait fini pour moi, qu'il allait s'occuper de moi. Mais c'est alors que je me suis réveillé. J'étais incroyablement soulagé de me dire que ce n'était qu'un cauchemar. Mais ma joie s'est rapidement transformée en interrogation et détresse, car lorsque j'ai voulu me lever, une douleur dans le bas du dos me fit très très mal. Je commençais à me demander si ce que j'avais vécu ne s'était pas réellement passé, malgré que cela semblait impossible. Je me posais plein de questions. Pourquoi cette poupée et les photos de mes parents sur le mur? Il fallait que je sache. Il devait être 3h30 du matin. J'ai été étonné de trouver mes parents debout dans la cuisine à cette heure. Bref, je leur ai raconté ce qui venait de se passer, et leur ai montré les blessures en bas de mon dos. Mais ils m'ont simplement dit de retourner me coucher, une fois de plus, et en souriant, oui, encore ce sourire glaçant, que je n'arrêtais pas de voir. Je pensais devenir fou. Mais que venait-il de se passer? J'ai donc claqué la porte, la boule au ventre, et fait mine d'aller me coucher. Mais bien sûr, il m'était impossible d'y retourner. J'ai donc tendu l'oreille, et j'ai entendu de drôles de choses, incompréhensibles. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est qu'il riait. Il riait de manière incontrôlable, ce qui me rappelait ce que j'avais vu. Et lorsque je me suis approché pour regarder dans le trou de serrure, pour voir ce qu'il se passait, je l'ai vu. La poupée était là, debout, à côté de mes parents, regardant en ma direction. Et j'ai senti une main me toucher le dos. Et là, le trou noir. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me trouvais allongé dans mon lit. J'ai entendu mes parents discuter normalement. Tout paraissait normal. Aurais-je fait ce genre de rêve où on pense être réveillé alors que non? Enfin, réconforté et soulagé, je me suis levé, quand soudain, je sentis une douleur vive dans le bas du dos.